pour présenter Myriam. Dans le fond, ça fait environ 6 ans qu'elle est dans le domaine de l'intervention. Elle a commencé, dans le fond, par un parcours en danse professionnelle. Puis, dans le fond, elle aimait beaucoup la relation entre le corps et le monde émotif. Fait ça l'a poussé, dans le fond, à approfondir ses réflexions dans le fond, dans le domaine de la sexologie. Puis elle s'est rapidement spécialisée auprès des jeunes, là, plus spécifiquement auprès des mères ainsi que leurs filles, puis aussi les enfants et les adolescents qui sont touchés par le VIH. Puis ça fait depuis 2019, là, maintenant, qu'elle est responsable du volet éducation et prévention auprès d'ANEB. Donc, il y avait une petite question. Il y a des gens qui n'entendent pas en ce moment. Est-ce que tout le monde m'entend ou... je peux regarder ça avec vous. De ce que je comprends, dans le fond, il y a juste Sophie qui n'entend pas en ce moment. Est-ce que vous pouvez me répondre juste pour... OK. C'est ça, peut-être essayer de voir sur votre ordinateur là, s'il y aurait une problématique avec ça. Là, parce que de ce que je comprends, les autres peuvent entendre, fait que ça serait peut-être plus au niveau de l'ordinateur. Donc, c'est ça. Dans le fond, je laisserai la parole à Myriam. S'il y a quoi que ce soit au niveau technique, là, vous pouvez m'écrire en privé, il n'y a pas de problème. Donc, Myriam, c'est à toi. Super, parfait. Merci beaucoup, Maxine, pour l'introduction. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour m'assurer. Super, génial. Et on dirait de mon côté, je ne me vois pas, mais est-ce que vous voyez ma caméra? OK, parfait, super, super. Donc, à ce moment-là, ça doit juste être là, moi qui clique mal. Ah, voilà. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, comme Maxime vous a fait part, en fait, aujourd'hui, on va parler vraiment de l'estime de soi, de l'image corporelle, comment accompagner votre enfant, votre adolescent à développer une image corporelle là, et une estime de soi qui sont positives. Donc, moi, c'est Myriam et je suis la responsable du volet éducation et prévention chez ANEB là, depuis à peu près 1 an, comme Maxime vous a dit. Donc, je vais commencer tout simplement là, en vous faisant un petit résumé de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer en vous présentant ANEB, notre organisme, pour ceux qui ne connaissent pas, de façon assez brève, mais juste pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on fait chez ANEB et c'est quoi nos services. Ensuite, on va regarder ensemble pour faire un portrait de la situation au Québec, plus précisément, au niveau de l'estime de soi, puis au niveau de l'image corporelle chez les jeunes, autant chez les jeunes au primaire qu'au secondaire. Ensuite, on va prendre le temps de définir ensemble c'est quoi justement ces deux concepts-là de l'image corporelle et de l'estime de soi, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui l'influence. Donc, on va tout défaire ça, tout le monde ensemble, pour finalement regarder plus précisément, c'est quoi, vous, votre rôle comme parent au niveau de l'image corporelle, au niveau de l'estime de soi? De quelle façon est-ce que vous allez influencer ces choses-là chez votre enfant? Et on va rentrer là, vraiment dans le concret après de voir vraiment des pistes concrètes de comment est-ce que vous pouvez aider vos enfants, vos ados dans un développement positif de ces deux choses-là. Et on regarde tout le monde ensemble après ça, le programme Au-delà de l'image. Je vais vous l'expliquer plus en détail. Ça va être suivi d'une période de questions. Donc, la période de questions, à peu près 20 minutes, je vous dirais. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on éclaircisse certaines choses ensemble, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous l'écrivez dans le chat. Maxime, elle va tout noter ça. Puis à la fin, on va vraiment prendre le temps d'y répondre ensemble. Et s'il nous reste du temps, j'ai quelques propositions de lecture aussi. Donc, je vais tout vous donner ça. Alors, c'est le plan là, pour cet après-midi. Je vois encore du monde qui continue de se joindre à nous. Alors, bonjour là, aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Et je répète tout simplement, super important, on va garder les micros et les caméras fermés, tout simplement pour faciliter puis éviter les bugs. Alors, c'est parti. Donc, je vais d'abord vous parler de ANEB. On est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 30 ans. ANEB, ça tient pour Anorexie et Boulimie Québec. Nous, notre mission, c'est vraiment de garantir une aide professionnelle qui est immédiate,
rapidement accessible, gratuite ou à très faible coût, en fait, pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par les troubles alimentaires. Donc ça comprend autant les gens qui ont un diagnostic de troubles alimentaires que les personnes qui vivent des préoccupations par rapport à leur poids, par rapport à la nourriture, par rapport à l'image corporelle, et les proches. Donc, la famille, les amis, les professionnels qui travaillent avec ces gens-là. Donc, nos services sont vraiment adaptés à ces personnes. Plus précisément, on veut également vraiment soutenir les personnes et les proches qui sont prises avec un trouble alimentaire. On veut également sensibiliser la population générale et tous les partenaires potentiels à la problématique des troubles alimentaires. Quand vous voyez là, écrit TCA, c'est pour trouble de conduite alimentaire. Donc, c'est le diminutif. Et TA, c'est pour trouble alimentaire. Ensuite, une autre chose qu'on veut faire, c'est prévenir et diminuer les conséquences des troubles de comportement alimentaire. Donc, entre autres, c'est beaucoup ce qu'on va faire cet après-midi, ensemble, c'est de travailler sur des thèmes de prévention au niveau des troubles alimentaires, dont l'image corporelle et l'estime de soi. Et finalement, un de nos derniers objectifs, c'est de participer au développement de programmes de formation qui visent à dépister rapidement l'anorexie et la boulimie. Donc, au niveau de nos services, je vous les ai divisés là, pour les services jeunesse et les services adultes. Donc, la première section que vous voyez sur le PowerPoint, c'est vraiment ce qui va s'adresser à vos jeunes, à vos enfants, à vos ados, si jamais ils ont besoin de soutien en lien avec tout thème concernant les troubles alimentaires. Donc, on a du texto, on a une ligne d'écoute. On a également du clavardage individuel accessible pour les jeunes de moins de 20 ans. Et finalement, on a aussi une adresse courriel où est-ce qu'ils peuvent nous écrire directement. Et sachez là, que notre site anebado.com, donc lui qui est écrit juste à côté du clavardage, c'est un site vraiment spécialisé pour les ados où il y a plein de contenus, plein d'activités en lien avec l'image corporelle, en lien avec les enjeux reliés aux troubles alimentaires. Donc, ça peut valoir la peine d'aller jeter un petit coup d'œil avec vos jeunes sur ce site-là. Je vais quand même préciser là, que durant la période de pandémie, on a donné accès aux services des 20 ans et moins aux personnes de tous âges, étant donné là, la forte demande d'écoute et de soutien qu'il y avait durant le temps de la pandémie liée à la COVID. Et ensuite, pour nos 17 ans et plus, on a d'autres services. Donc, il y a encore une fois le courriel et la ligne d'écoute. On a également du forum, du clavardage de groupe. On a des groupes de soutien ouverts, là, vraiment, où est-ce que les gens se présentent le jour même, sans inscription, ou fermés, où est-ce que là, on va rentrer vraiment dans un processus plus en profondeur sur plusieurs semaines. Donc, ça ressemble à ça, nos services, mais si jamais vous voulez plus d'informations sur nos services, vous pouvez nous appeler sur la ligne d'écoute ou aller voir sur notre site Internet. Tout va être détaillé. On a également une grande partie de ce qu'on fait qui est au niveau des activités de prévention et d'éducation. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait ensemble cet après-midi avec ce webinaire. Donc, chez ANEB, on va offrir plusieurs activités, des conférences, des ateliers, des kiosques. On offre également de la formation aux intervenants et aux professionnels qui ont envie de se spécialiser par rapport aux troubles alimentaires. Aussi, 4 fois par année, on va sortir ce qu'on appelle un bulletin image, qui est une genre de revue avec plein d'informations sur les troubles alimentaires qui abordent différents thèmes. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir ce contenu-là, vous pouvez aller vous inscrire sur notre site web. Et finalement, notre dernier service qu'on offre au niveau de la prévention, c'est le programme Au-delà de l'image. Donc, le programme Au-delà de l'image, c'est vraiment sur ça qui est basé le webinaire d'aujourd'hui. Donc, tout le contenu qu'on aborde, c'est du contenu qui est également, qui se retrouve également là, dans ce programme-là. Donc, je vais prendre le temps à la fin de vous en parler un petit peu plus. Alors, pour débuter, j'ai envie que vous preniez le moment de vous poser dans votre tête, de vous demander la question, selon vous, le souci de l'apparence, ici au Québec, est-ce que ça commence plus à l'enfance ou à l'adolescence, si vous pensez à vos jeunes? En fait, quand on y réfléchit, hein, souvent on peut avoir tendance à penser que c'est quelque chose qui va commencer à l'adolescence. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que les préoccupations reliées à l'apparence, ça débute très jeune, à l'enfance. Par contre, ils vont prendre des proportions plus importantes rendues à l'adolescence, surtout à cause des changements corporels qui sont rapides et importants liés à la période de puberté.
C'est ce qui fait aussi, je fais une petite parenthèse, hein, mais c'est ce qui fait aussi en sorte que la période 14 à 25 ans, c'est une des périodes qui est le plus à risque au développement d'un trouble alimentaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que le souci de l'apparence, hein, c'est pas pareil tout au long de la vie. Ça change. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on arrive vers l'âge adulte, là, pour les jeunes, bien, plus le souci de l'apparence va diminuer puis se restabiliser, en fait, pour l'arrivée à l'âge adulte. Donc, je vous ai mis quand même là, quelques statistiques pour qu'on fasse ensemble un portrait de à quoi ça ressemble, ce souci-là de l'apparence chez nos enfants, chez nos adolescents. Comment est-ce que concrètement ça se traduit tout ça? Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que déjà dès l'âge de 5 ans, il y a certaines fillettes qui vont commencer à s'inquiéter de leur poids. Et dès l'âge de 7 ans, il y a certaines fillettes aussi qui sont capables d'identifier une partie précise de leur corps, de leur anatomie, qu'elles aimeraient modifier pour mieux paraître. Donc, 5 ans et 7 ans, c'est quand même jeune pour débuter ces préoccupations-là. Au niveau des jeunes garçons, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont démontrer moins d'insatisfaction reliée à l'image corporelle que les très jeunes filles. Par contre, ça ne veut pas dire que le souci de l'apparence n'est pas du tout présent chez les jeunes garçons, mais on sait que ça va venir parfois un petit peu plus tard, vers l'adolescence, pour les garçons. Aussi, il y a 45% des jeunes filles et des jeunes garçons de 9 ans qui se disent insatisfaits de leur silhouette. Donc, la silhouette, c'est vraiment la forme de leur corps. Ça, c'est un sondage qui a été fait en 2012 par Équilibre, qui est un organisme québécois. Donc, cette statistique-là, c'est vraiment propre au Québec. Aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fillette de 9 ans sur 3 qui a déjà tenté à 9 ans de perdre du poids. Chez les jeunes garçons, entre 8 et 13 ans, il y a 42% d'entre eux qui rapportent avoir tenté de perdre ou de prendre du poids. Donc, on voit là, autant chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles, il y a ce contrôle-là du poids qui arrive quand même assez tôt. Et aussi, il y a une fillette sur 10 qui vont éviter de participer à des activités de tous les jours. Donc là, on parle de sport, mais d'activités, par exemple, parascolaires, tout type d'activités, car elles n'aiment pas leur apparence. Donc, ce portrait-là, en fait, démontre vraiment là, le souci de l'apparence qui prend déjà beaucoup de place dès l'enfance chez nos jeunes. Puis, je veux quand même faire une nuance avec vous, là, que souvent, une des différences qu'on remarque entre les très jeunes filles et les très jeunes garçons à l'enfance, c'est que les jeunes filles, au niveau des préoccupations, vont plus vouloir perdre du poids, tandis que les jeunes garçons, pour eux, ça va être plus de gagner de la masse musculaire. Et ça, c'est quelque chose qui se maintient aussi le rendu à l'adolescence. Donc, si on continue avec les faits préoccupants, il y a une enquête qui a été faite en 2010-2011 dans nos écoles secondaires au Québec. Et ce qui est ressorti, c'est que chez nos adolescents au Québec, il y a 56% des jeunes qui présentent un poids dit santé, qui cherchent tout de même à contrôler leur poids. Donc ça démontre que même un jeune qui a un poids qui est considéré en santé peut vivre des préoccupations par rapport à son poids, par rapport à son apparence. Parmi ce 56%-là, il y en a 71% qui ont eu recours à des méthodes qui présentaient un potentiel de dangerosité pour leur santé pour arriver à contrôler leur poids. Donc là, on parle vraiment de régime amaigrissant important, de jeûne, de purge. Donc des purges, c'est le fait de se faire vomir, en fait, de sauter des repas. Donc, ça démontre en fait que les jeunes qui veulent contrôler leur poids sont parfois prêts à aller loin puis à aller dans des comportements qui sont très dangereux pour eux. Il y a également une autre étude très intéressante qui a été faite dans nos écoles au Québec, plus précisément au niveau de l'intimidation. Donc, l'étude a été faite en 2 temps. Une première fois en 2014 dans les écoles secondaires et ensuite une deuxième fois en 2019 dans les écoles primaires. Donc, ce qui est ressorti, en fait, des 2 études, c'est que le poids et l'apparence, c'est les caractéristiques principales pour lesquelles les jeunes se font intimider dans nos écoles au Québec, autant au secondaire qu'au primaire. Aussi, parmi les jeunes qui se sont fait intimider, donc là, par contre, cette statistique-là, on parle vraiment pour les jeunes au secondaire, parmi les jeunes qui se sont fait intimider par rapport à leur poids, il y a 47%
d'entre eux qui sont ensuite devenus obsédés par celui-ci. Si on poursuit au niveau de l'intimidation, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en 2019, quand ils ont fait l'étude pour les écoles primaires, ils ont fait le sondage auprès des parents parce que c'est plus facile d'aller rechercher les résultats de cette façon-là. Et ils en ont profité pour poser des questions au niveau du propre vécu des parents en lien avec l'intimidation dans leur vie d'adulte. Donc, il y a des statistiques assez intéressantes qui sont ressorties au niveau des parents. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 parents sur 5 qui ont déjà été la cible de commentaires négatifs ou blessants en lien avec l'intimidation. Il y a également 1 parent sur 5 qui a déjà émis des commentaires négatifs, humiliants ou blessants à quelqu'un. Et 1 parent sur 10 a nommé avoir déjà fait l'objet de discrimination. Donc, soit au niveau d'une perte d'emploi, d'un refus d'embauche, refus de soins ou refus de service en lien là, avec l'intimidation. Donc, voilà au niveau du portrait statistique. Donc, ça vous donne une idée là, de à quoi ça ressemble les enjeux reliés à l'apparence et reliés au poids chez nos jeunes au Québec. Prendre une petite gorgée d'eau. Alors, on va regarder plus précisément, c'est quoi l'image corporelle? Donc, là, on va vraiment aborder la relation de vos enfants, de vos ados avec son corps. Alors, pour le définir, l'image corporelle, c'est vraiment l'évaluation, le jugement ou la perception de notre propre corps. Donc, concrètement, comment ça se concrétise tout ça? C'est qu'on va parler de la façon de comment j'agis par rapport à mon corps, comment je vois mon corps, comment je me sens dans mon corps et ce que je crois que les autres pensent de mon corps. Donc ça, c'est toutes les notions qui rentrent en considération quand on va parler d'image corporelle. Il y a plusieurs choses qui viennent influencer l'image corporelle et qui viennent faire en sorte qu'on va finalement développer une image corporelle qui est positive et satisfaisante ou une image corporelle qui est insatisfaisante et négative. Donc, on va les prendre un par un. Donc, il y a les changements corporels. On sait que les périodes de grands changements corporels, comme la puberté, comme on disait un petit peu plus tôt, ou sinon, on peut penser par exemple à la grossesse chez les femmes. Toutes ces périodes de grands changements corporels-là, c'est des moments qui viennent fragiliser la relation avec le corps, là, au niveau de l'image corporelle. Il y a également certains traits de personnalité qui vont influencer l'image corporelle. On peut penser entre autres aux traits de personnalité des gens qui sont très perfectionnistes, par exemple. Quand on est très perfectionniste dans la vie, bien, on va avoir tendance à être aussi très perfectionniste envers son corps, puis d'avoir des attentes envers notre corps qui sont peut-être pas très réalistes en fait. Il y a également toutes les expériences reliées au corps qui vont avoir une influence. Donc là, on peut parler de tout type de trauma en lien avec le corps. Autant, on peut parler par exemple d'abus sexuels, on peut parler d'accidents ou toute autre expérience où est-ce que notre corps a vécu en fait un certain type de trauma. Une autre chose qui influence l'image corporelle, c'est les affects négatifs. Les affects, c'est tout ce qui englobe les sentiments, les émotions et les humeurs. Donc, les affects négatifs, ça va être par exemple l'anxiété, la culpabilité, le stress, la déprime. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont venir influencer aussi l'image corporelle. L'estime de soi. Donc, l'image corporelle et l'estime de soi sont très, très reliées. Une estime de soi qui est négative va être associée en fait à une image corporelle qui est négative et vice-versa. Les deux s'influencent grandement. Ensuite, l'identité. Donc, est-ce que pour nous, par exemple, l'apparence est très important? Est-ce qu'on se définit par certains aspects de notre physique, de notre apparence? Donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur notre image corporelle. Le poids. Donc, le poids qu'on va avoir, par exemple, si on est en surpoids, mais ça peut avoir un impact négatif sur notre image corporelle. La perception de notre poids va avoir un impact sur notre image corporelle.
Les médias, bien entendu, hein, encore plus en 2020, où est-ce qu'on est bombardé de publicité, où est-ce qu'on est plus présent que jamais sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, les médias vont avoir une grande influence sur l'image corporelle et les messages que nous envoient les médias aussi vont avoir une grande influence sur l'image corporelle. Aussi l'entourage. Donc, l'entourage, ça vous comprend vous, hein, les parents. Ça comprend également les amis, la famille plus étendue, les professionnels qui travaillent autour de vous, les enseignants, par exemple. Donc, tout l'entourage va avoir un impact sur l'image corporelle. Et finalement, l'adhérence aux normes et aux stéréotypes. Donc, quand je parle de normes, je parle vraiment des messages de ce que la société nous envoie comme étant la beauté normale, hein, je le mets bien entre guillemets. Donc, entre autres, c'est beaucoup des messages que nous envoient hein, les médias. Donc, on peut penser aux femmes qui sont minces, aux hommes qui doivent être musclés. Donc, c'est le type de message que la société nous envoie. Donc là, on parle d'une norme de beauté. Et quand je parle de stéréotypes, encore une fois, c'est les messages que nous envoie la société au niveau des traits ou des caractéristiques qui appartiennent à certains genres. Fait que, par exemple, les femmes devraient être de telle ou telle façon et les hommes devraient être de telle ou telle façon. Donc, ça, c'est des messages que la société nous envoie. Donc, on a le choix, nous, hein, de s'y conformer ou pas. Ce qu'on sait, c'est que plus on adhère aux normes et aux stéréotypes, moins on risque d'avoir une bonne image corporelle. Et au contraire, plus on se donne la liberté de s'éloigner de ces normes et de ces stéréotypes-là, plus on va avoir une image corporelle qui est satisfaisante. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment les facteurs qui viennent influencer l'image corporelle. Et on va se pencher tout à l'heure plus précisément sur l'entourage, sur vous, hein, les parents, votre rôle. Mais on voit que c'est seulement une des composantes de tout ce qui va avoir un impact sur l'image corporelle. Maintenant, on va regarder à quoi l'image corporelle négative s'est associée. Donc, par exemple, quand on a un adolescent qui a une image corporelle qui est négative, c'est-à-dire si lui, il évalue ou elle évalue d'une façon très négative son corps, a une mauvaise perception de son corps, c'est quoi les autres problématiques ou les autres choses qui vont être associées à ça qu'on va retrouver chez ce jeune-là? Donc, en fait, l'image corporelle négative, c'est beaucoup associé à une faible estime de soi. C'est également associé à l'inactivité physique ou à l'entraînement excessif. Donc, on va vraiment partir vers des extrêmes. On ne sera pas dans quelque chose, on est dans quelque chose qui est très inactif ou au contraire dans un entraînement qui est très excessif. C'est également associé à des comportements alimentaires qui sont problématiques. On peut repenser aux exemples de tout à l'heure qu'on avait dans l'étude dans les écoles secondaires, mais par exemple au jeûne, à sauter des repas, au régime amaigrissant. Tout ça, c'est des comportements alimentaires qui vont être problématiques. C'est également associé à d'autres problèmes qui sont nocifs pour la santé, entre autres la consommation de tabac, la consommation d'alcool, par exemple. C'est toutes des choses qui vont être associées à une faible image corporelle. C'est également associé à l'obésité et finalement aux troubles alimentaires. Ce qui est important de souligner, c'est que l'image, une faible image corporelle et le recours à des régimes amaigrissants, c'est deux des facteurs de risque les plus importants au développement d'un trouble alimentaire. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'en parler et que c'est une belle porte pour prévenir, en fait, les troubles alimentaires, de développer une image corporelle qui est positive. Et j'entends souvent, en fait, là, quand je fais des conférences ou des présentations, j'entends souvent, on me dit, mais être pas satisfait de son corps ou avoir un certain idéal de corps qu'on veut atteindre, ça peut pas être une bonne motivation, justement, à prendre soin de nous, à être en santé. Eh bien, quand on regarde, justement, cette diapositive-là, on voit que non, finalement. Parce que le fait de pas être satisfait de son corps, plutôt que de nous motiver, ça nous amène au contraire à des comportements qui sont nocifs pour la santé, comme l'inactivité, l'entraînement excessif, les troubles alimentaires, l'obésité. Donc, l'insatisfaction du corps n'est pas une bonne motivation à prendre soin de soi. On va regarder maintenant, en fait, à quoi est associée une image corporelle positive. Donc, vous allez voir, les associations vont apparaître en vert.
parce qu'on veut changer là, tout ce qu'on vient de voir justement pour développer chez notre enfant des éléments qui vont être plus positifs. Donc, le fait d'avoir une image corporelle positive à l'adolescence, c'est associé au fait de se voir comme une personne qui est unique et qui a de la valeur. Également, c'est associé à la confiance en soi pour essayer des nouvelles activités et relever des nouveaux défis. Donc, les jeunes, en fait, qui se sentent bien dans leur corps, qui ont une bonne évaluation de leur corps, vont vraiment avoir plus tendance à essayer des nouvelles choses et à se lancer là, face à des défis. Ils vont également avoir plus tendance à écouter leurs besoins et leurs limites et à les nommer. Donc, surtout, on peut penser, entre autres, par exemple, dans les relations amoureuses. Quelqu'un qui est très insatisfait de son corps peut, par exemple, avoir l'impression qu'il ne mérite pas d'être dans une relation amoureuse à cause de son corps. Donc, avoir moins tendance à nommer ses besoins ou ses limites à son partenaire. Et au contraire, quand on évalue notre corps d'une façon positive, on va avoir plus tendance à nommer nos limites et à nommer nos besoins. C'est également associé au fait de prendre soin de soi. Donc, quand on se sent bien dans notre corps, on a envie de prendre soin de nous. C'est également associé à la fierté de qui on est. Et finalement, c'est associé à la considération qu'on est une personne qui mérite d'être aimée. Donc, c'est important de comprendre face à tout ça que l'image corporelle, c'est pas quelque chose qui est statique. C'est quelque chose qui bouge dans le temps et qui peut s'améliorer. Entre autres, beaucoup en créant des relations qui sont significatives avec les gens qui nous entourent, donc avec nos amis, avec notre famille, des relations qui nous permettent de nous sentir nous-mêmes, de nous sentir bien. De nous actualiser aussi. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut s'améliorer avec le temps. Et déjà, ce qu'on sait, c'est que vers la fin du secondaire, pour les jeunes, on voit déjà une amélioration au niveau de l'image corporelle. Et maintenant, on va regarder ensemble, c'est quoi l'estime de soi? Donc, en fait, l'estime de soi, c'est l'évaluation, le jugement ou la perception de notre propre valeur comme personne. Donc, plus précisément, c'est vraiment la différence, la balance entre ce que je crois que je suis et la personne que j'aimerais être. Donc, comment ça se joue, en fait? C'est que si c'est très équilibré, si la personne que je suis est très, très proche de la personne que j'aimerais être, bien, à ce moment-là, on va avoir une bonne estime de soi. Si, au contraire, la personne que je pense que je suis est très loin et très éloignée de la personne que j'aimerais être, bien, à ce moment-là, on va avoir une moins bonne estime de soi. On va regarder maintenant qu'est-ce qui influence l'estime de soi. Donc, dans un premier temps, une des choses qui influence grandement l'estime de soi, c'est les attentes. Par exemple, est-ce que je suis quelqu'un qui me fixe des attentes qui sont réalistes? Au contraire, je me fixe des attentes qui sont complètement irréalistes. Si je me fixe des attentes, si j'ai des attentes que je ne peux pas atteindre, mais je risque d'être beaucoup moins satisfait et d'avoir une moins bonne estime de moi. Au contraire, si je me fixe des attentes qui sont réalistes, bien là, à ce moment-là, je vais évaluer que j'ai plus de valeur comme personne. Également, les sports et les loisirs qu'on va pratiquer ont une influence sur notre estime de nous. Nos expériences de vie, donc toutes les choses qu'on va vivre dans notre vie, nos réussites, nos activités, les moments qu'on passe avec les gens qu'on aime, tout ça va avoir un impact sur notre estime de soi. L'école et les résultats scolaires, beaucoup chez les jeunes, ça a une grande influence sur l'estime de soi. Donc, en fait, des jeunes qui réussissent bien à l'école, qui ont des bons résultats, vont avoir plus tendance à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Bien entendu, l'image corporelle, comme on disait tout à l'heure, l'estime de soi et l'image corporelle s'influencent grandement. Donc, si un jeune a une moins bonne image corporelle, il risque d'avoir une moins bonne estime de lui. Et finalement, l'entourage, donc encore une fois, les parents, la famille, tous les gens qui nous entourent. Donc, encore ici, on voit que l'entourage, finalement, c'est seulement un de tous les facteurs qui viennent influencer l'estime de soi. Donc, à partir de la suite, vous allez voir tout à l'heure, on va vraiment prendre l'estime de soi et l'image corporelle ensemble parce que les deux sont grandement reliés. Vraiment,
quand on a une bonne image corporelle, on va avoir vraiment plus tendance à avoir une bonne estime de soi et vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est important de les travailler conjointement, en fait, soit pour nous ou avec nos enfants. Maintenant, on va regarder, on l'a fait pour l'image corporelle, on va faire pour l'estime de soi. À quoi est-ce qu'une estime de soi négative est associée durant l'adolescence pour les jeunes? Donc, quand un jeune présente une estime de soi négative, il va avoir une moins bonne capacité face aux changements. Les changements qui vont se présenter, ça va être plus difficile pour lui ou pour elle de s'adapter face à ces changements-là. Également, c'est relié à un sentiment d'incapacité et à une tendance à se retraire socialement, à s'isoler un petit peu plus socialement. Également, une faible estime de soi, c'est associé aux troubles alimentaires. C'est aussi associé à d'autres problématiques psychologiques comme l'anxiété et la dépression. Également, avoir une faible estime de soi, c'est associé à des interactions sociales qui sont perçues comme étant négatives. Donc, on se sent moins satisfait de nos interactions sociales. Et c'est associé aussi à des affects négatifs. On l'a vu tout à l'heure, hein, les affects, c'est les sentiments, les émotions, les humeurs. Comme par exemple, ça va être associé à de la déprime ou à du stress, par exemple. Et finalement, c'est associé à la consommation de tabac. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est justement développer une estime de soi qui est positive chez les jeunes. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir une estime de soi qui est positive? Mais ça va permettre une bonne intégration sociale, scolaire et professionnelle. Une estime de soi positive, c'est également associé à une meilleure satisfaction dans nos relations interpersonnelles. C'est associé à une facilité à faire preuve de comportements adaptés face à des situations qui sont difficiles. Également, une estime de soi positive est associée à l'adolescence à moins de présence de comportements ou d'idées suicidaires. C'est également associé à plus d'initiation de nouveaux contacts. Donc, la personne va avoir plus tendance à se lier de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, par exemple, à aller plus facilement vers les autres. Et c'est aussi associé à une qualité des amitiés perçues comme étant meilleures. Donc, on va être plus satisfait de nos relations d'amitié quand on a une bonne estime de soi. C'est également associé à des affects positifs comme la bonne humeur, la joie, etc. Et finalement, c'est associé à la réussite professionnelle et scolaire. Donc, un fait intéressant là, que j'avais envie de ressortir avec vous, c'est que les adolescents, en fait, autant les filles que les garçons, qui pratiquent une activité sportive vont, de façon régulière, là, vont présenter une estime de soi qui est beaucoup plus élevée que les adolescents ou les adolescentes qui ne pratiquent aucun sport. Donc, c'est quand même intéressant de regarder ça. Et ce qui est important de retenir, en fait, c'est que l'estime de soi, c'est comme l'image corporelle. Hein? C'est pas statique dans le temps. Ça peut vraiment s'améliorer avec le temps quand on prend le temps de travailler sur nous puis de mettre certaines choses en place. Donc, on va se pencher un petit peu plus sur vous, votre rôle comme parent. En fait, comme vous le savez, hein, comme parent, vous êtes des modèles hyper importants pour vos enfants, surtout en ce qui a trait avec leur relation à eux-mêmes et leur relation avec leur corps, avec leur poids. C'est pourquoi c'est important, en fait, de prendre le temps de vous questionner. Vous questionner vous-même, faire une introspection par rapport à c'est quoi vos croyances à vous. C'est quoi vos habitudes à vous comme parents? C'est quoi vos valeurs à vous que vous transmettez, en fait, en ce qui concerne le poids, en ce qui concerne l'apparence, en ce qui concerne la nourriture et en ce qui concerne la santé. On traîne tous et toutes avec nous des croyances et des valeurs liées à ces choses-là. Et déjà, de prendre le temps de se questionner et d'en prendre conscience, c'est déjà énorme parce qu'on devient conscient de qu'est-ce qu'on porte et de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. En fait, vous êtes comme parents vraiment des modèles pour vos enfants et vous véhiculez, des fois même sans vous rendre compte, des messages et des croyances par rapport à tout ce qui touche le poids, l'apparence, la nourriture et la santé, que ce soit par qu'est-ce que vous dites ou sinon par vos comportements, par vos attitudes, par vos habitudes.
Donc, vous pouvez grandement, de cette façon-là, influencer la relation que votre enfant ou votre ado va avoir avec son propre corps. Puis des fois, ça peut être soit par des commentaires, par exemple, qui lui sont adressés, ou des fois par des commentaires qu'on va se faire à nous-mêmes devant nos enfants ou qu'on va faire aux autres. Donc, de prendre conscience de ça. Parce que, en fait, sans se rendre compte, des fois, on peut encourager nos enfants à adopter certaines habitudes ou certains comportements au niveau du contrôle du poids ou au niveau de la relation avec leur apparence. Je vais me prendre une autre gorgée d'eau. Alors, concrètement, ça, comment est-ce que ça s'observe? Donc, j'ai ressorti certaines statistiques. C'est super important de garder en tête que l'influence des parents, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'influence de l'entourage, c'est seulement une des parties, une des choses qui influencent l'estime de soi et l'image corporelle. Donc, l'idée, hein, c'est pas de regarder ces statistiques-là en se blâmant ou en se tapant sur la tête, mais vraiment juste de voir comment est-ce que ça va venir se jouer, en fait, tout ça. Donc, déjà, les enfants qui perçoivent que le poids est une préoccupation importante chez leur mère vont penser fréquemment à perdre du poids pour eux-mêmes. Aussi, les fillettes de 5 ans qui ont une mère à la diète, là, une mère qui font un régime, sont 2 fois plus conscientes des stratégies pour perdre du poids que les autres jeunes filles de leur âge. Et aussi, les mères qui sont insatisfaites de leur propre corps, de leur propre apparence, sont plus susceptibles d'avoir des filles qui vont exprimer eux aussi une insatisfaction par rapport à leur apparence. Ensuite, au niveau du rôle des pères, ça se joue d'une façon un petit peu plus différente, la façon dont ils vont aller influencer l'image corporelle de leur enfant. Donc, ce qui ressort dans les études, en fait, c'est que les filles qui vont percevoir que leur père exerce beaucoup de contrôle sur elles vont avoir plus tendance à se restreindre alimentairement ou à être préoccupées par la nourriture et par leur apparence. Et aussi, la difficulté à communiquer avec ses parents, plus précisément pour la communication avec le père, est significativement associée à l'insatisfaction corporelle chez les enfants. Donc, on voit que ça se joue d'une façon différente chez la mère ou chez le père. Je veux quand même noter que les études sont faites sur des couples hétérosexuels. On a essayé de voir ce qui ressortait au niveau de l'influence dans les couples non hétérosexuels, mais on n'a pas trouvé malheureusement. Donc, voilà, en fait, c'est quand même important de garder en tête qu'il s'agit seulement d'un seul facteur parmi tous les autres facteurs que je vous ai nommés tout à l'heure. Donc, je vous le répète, c'est important de se le rappeler. L'idée, c'est vraiment pas de se culpabiliser, comme je disais, mais c'est vraiment juste de prendre conscience que là, on a une influence sur nos enfants, on a une influence sur nos adolescents, on a une influence sur leur image corporelle, sur leur estime de soi. Et c'est pour ça que c'est important de faire des choix afin d'être un modèle qui est le plus positif possible. Mais il faut garder en tête qu'on est humain, qu'on est imparfait, qu'on a nous-mêmes des enjeux par rapport à notre apparence, par rapport à notre poids, par rapport à notre corps. Donc c'est normal, en fait, d'avoir ce type de comportement-là. Juste d'en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Donc, je vais défaire avec vous 5 fausses croyances, justement, qu'on entend souvent chez ANEB au niveau là, des croyances qu'on a par rapport au poids, par rapport au corps, par rapport à l'apparence. Donc, on va comme les déconstruire ensemble. Alors, une des premières fausses croyances qu'on entend souvent, c'est que toutes les personnes en surpoids ne sont pas en santé. En fait, c'est faux. Le poids n'a rien à voir avec la santé d'une personne. On ne peut pas se fier à l'indice de masse corporelle qui est utilisé par les médecins pour placer les personnes sur une échelle comme étant justement un facteur qui démontre vraiment si la personne est en santé ou pas. Donc, le poids en aucun cas n'est vraiment associé à la santé. Donc, peu importe le corps d'une personne, elle peut ou elle peut ne pas être en santé.
Ensuite, une autre fausse croyance qu'on entend souvent, c'est que les régimes sont une façon saine et efficace de perdre du poids. En fait, c'est faux. Les régimes qu'on a vus tout à l'heure, hein, c'est un des principaux facteurs qui vont contribuer au développement d'un trouble alimentaire. Et aussi, dans 95% du temps, les régimes sont voués à l'échec. C'est-à-dire que la personne va reprendre tout son poids ou même plus parfois. Donc, toutes les études s'entendent pour dire que les régimes ne sont pas efficaces. Ce qu'il faut garder en tête, par contre, c'est que l'industrie des régimes est une industrie qui génère des milliards et des milliards de dollars par année. Donc, c'est une immense industrie qui veut faire de l'argent. Fait que de garder ça en tête et de prendre le recul des fois par rapport à ça. Ensuite, une autre fausse croyance qu'on va souvent entendre, c'est que le poids n'est qu'une question d'alimentation et d'activité physique. En fait, encore une fois, c'est faux. Il y a une grande partie de notre poids qui est vraiment dans notre code génétique. C'est ce qu'on va appeler le poids naturel. Chaque personne, à la naissance, dans nos gènes, on a un corps qu'on est supposé avoir naturellement. On peut, dans notre vie, mettre en place plein de choses pour essayer de s'éloigner de ce corps naturel-là, mais tôt ou tard, il va finir par revenir. Aussi, hein, à part les gènes, il y a plein d'autres habitudes de vie qui vont rentrer en ligne de compte pour définir le poids. On peut penser au stress, au sommeil, au tabagisme, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau du poids. Une autre chose qu'on entend aussi chez ANEB, c'est que c'est super important de ne manger que des aliments qui sont bons pour la santé. Hein. Surtout pour nos enfants, on a envie de leur donner le meilleur. Il faut faire attention à ça. Puis même nous, chez ANEB, on donne comme défi d'éviter de bannir de notre alimentation les termes comme bon aliment ou mauvais aliment, cochonnerie, junk. On essaie de bannir ça. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que dès qu'on commence à vouloir seulement manger des aliments bons pour la santé, on commence à bannir certains aliments de notre alimentation. Et c'est comme si je vous dis en ce moment, ben, pensez pas à un éléphant rose. Ben, fort probablement que tout le monde en ce moment a en tête l'image d'un éléphant rose. Hein. Fait que c'est un peu la même chose avec les aliments. Quand on essaye de se restreindre ou d'enlever certains aliments de notre alimentation, ben finalement, on se rend compte qu'on va beaucoup y penser, puis ça va prendre beaucoup de place dans nos pensées. Et finalement, le jour où on va se permettre d'en manger, on risque d'en manger beaucoup plus que si on se l'était permis quand on avait envie. Donc, on va vraiment miser sur une alimentation qui est variée, où tous les aliments sont permis et où est-ce qu'on va écouter nos signaux de faim, nos signaux de satiété et nos envies. Ensuite, dernière fausse croyance qu'on va démystifier ensemble, c'est qu'il est positif en fait de complimenter quelqu'un sur sa perte de poids. Et des fois, on peut vraiment avoir tendance à le faire tout naturellement quand on voit quelqu'un, soit parce qu'on trouve qu'elle est rayonnante, soit parce qu'on est content de la voir, ou sinon, des fois, parce que la personne elle a vraiment eu un changement au niveau de son poids. Il faut faire vraiment attention à ça. Parce qu'on n'a aucune idée de la relation que la personne a par rapport à son corps. On n'a aucune idée de c'est quoi ses habitudes alimentaires. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a perdu du poids. Et si la personne est dans une relation qui est déjà problématique avec son corps ou avec la nourriture, le fait de la complimenter sur sa perte de poids, ben, elle va être validée positivement, donc arrête de continuer ces comportements-là qui peuvent même être dangereux pour elle. Et des fois aussi, hein, c'est des questions de santé, des prises de médicaments. Des fois, la personne elle peut être dans un problème de santé mentale, trouble alimentaire. Donc, on va vraiment éviter de complimenter la perte de poids ou même, je dirais, la prise de poids d'une personne. Si vous êtes inquiet, vous pouvez tout simplement lui demander qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Alors voilà pour les fausses croyances démystifiées. Donc, en fait, face à tout ça, ce qu'on veut vraiment viser, c'est que de développer une image corporelle positive, ça va aider votre enfant à avoir une meilleure estime de lui. Donc, d'avoir une relation où il se sent bien avec son corps, où est-ce qu'il se sent bien avec son poids, va vraiment avoir un impact positif sur son estime de soi.
aussi, il faut garder en tête que votre enfant se voit principalement à travers le regard des gens qui jugent important dans sa vie. Donc, il se voit principalement à travers votre regard à vous comme parent ou à travers le regard de ses grands-parents, de ses professeurs, par exemple, de ses amis. Donc, comme parent, vous devez aider votre enfant à développer une bonne image corporelle, à développer une bonne estime de lui. Il y a de nombreuses études qui vont démontrer que ça, c'est au cœur même des stratégies visant à prévenir de multiples problèmes chez les jeunes, comme le décrochage scolaire, les difficultés d'apprentissage, la délinquance, les abus de drogue, d'alcool, le suicide. Donc, d'accompagner votre enfant à développer une image corporelle, une estime de soi positive, c'est super important. Alors, on va prendre le temps ensemble de regarder quelques pistes concrètes et précises de comment est-ce que je peux accompagner mon enfant justement à avoir une image corporelle ou une estime de soi qui est positive. Alors, premièrement, on commence par l'amour de soi comme parent. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes des modèles hyper importants pour vos enfants, pour vos ados. Donc, de vous-même travailler sur vous et vous-même être dans un processus d'acceptation de soi et d'amour de soi. Déjà ça va avoir un énorme impact sur vos enfants. On va vraiment, vraiment éviter l'autocritique. Donc, on va éviter comme parents de se critiquer nous-mêmes, surtout devant nos enfants. Et des fois, on a comme l'impression qu'ils sont pas là, hein, mais ils sont jamais bien loin. Puis les enfants, même en très, très, très bas âge, sont déjà conscients de beaucoup de choses. Donc, on va faire attention à l'autocritique et on va nous-mêmes travailler à s'accepter et à s'aimer comme parents. Ensuite, une autre piste va être de travailler la relation de confiance avec votre enfant. Donc, la relation de confiance avec votre enfant, ça part de la source même qui est votre confiance en vous. Votre confiance en vous comme personne et votre confiance en vous comme parent. Donc, si vous êtes confiant dans votre rôle de parent, naturellement, une relation de confiance va s'installer avec votre enfant. Au-delà de ça, pour qu'il y ait une relation de confiance qui se maintienne aussi dans le temps, c'est super important de favoriser une écoute qui est active et sans jugement envers votre enfant. Donc, quand on parle d'écoute active, on va vraiment parler d'être complètement disponible et disposé à la discussion avec votre enfant, d'écouter qu'est-ce qu'il a à vous dire, sans juger, sans le couper, sans émettre de commentaires, vraiment de l'écouter, de l'accueillir complètement dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a à vous dire et de ne pas le juger. Ça va vraiment renforcer votre lien de confiance avec votre enfant. Ensuite, on va tenter le plus possible de valoriser votre enfant au-delà de son apparence. Donc, votre enfant est beaucoup plus qu'un corps, il est beaucoup plus que son apparence, vous le savez. Mais des fois, c'est comme si c'est la première chose qui nous vient en tête. On va dire « Ah, t'es donc bien belle dans ta robe » ou « Ah, t'es beau, mon grand ». Puis là, on se rend pas compte, mais on met l'emphase sur l'apparence. Puis souvent, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on l'aime, qu'on est content de le voir, qu'on trouve qu'il rayonne. Fait qu'on va vraiment se donner comme défi de valoriser mon enfant au-delà de son apparence. Comme par exemple, on peut le valoriser au niveau de ses qualités, au niveau de ses compétences. On peut lui dire qu'il est drôle, qu'il est gentil, qu'il est généreux. Donc, on va vraiment essayer de mettre plus ça de l'avant et moins l'apparence. Donc, juste ça va beaucoup enlever le focus de l'apparence pour votre enfant. On va également éviter les discussions sur le physique à la maison. Qu'est-ce que ça fait, en fait, les discussions sur le physique? C'est que souvent, ça va être courant dans la maison. Hein? On va souvent parler de l'apparence et du physique. Et ce que ça peut faire, c'est que pour vos enfants, ça peut leur faire croire que l'apparence est plus important et le physique est plus important que le reste. Et ça peut avoir un impact sur la confiance que vos jeunes vont avoir et un impact sur leur estime d'eux-mêmes.
Donc, de cette façon-là, je vous invite vraiment dans les moments en famille à parler des choses qui sont vraiment importantes pour votre famille, des choses qui sont au cœur, au centre de votre famille. Donc, de cette façon-là, on va s'éloigner le plus possible des discussions en lien avec le physique et en lien avec l'apparence. Par contre, c'est quand même super important d'ouvrir la discussion sur le sujet de l'image corporelle avec vos jeunes. Donc, à ce moment-là, vraiment, on va essayer d'ouvrir la discussion avec notre enfant et de comprendre c'est quoi sa réalité à lui, c'est quoi sa réalité à elle, comment est-ce que lui ou elle perçoit son corps, comment est-ce qu'il se sent dans son corps. J'ai quelques exemples de questions que vous pouvez lancer pour aborder le sujet avec votre enfant. Vous pouvez par exemple lui demander, c'est quoi la beauté pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être beau? On peut aussi essayer d'explorer avec eux comment ils se perçoivent, comment est-ce qu'ils voient leur corps. On peut voir est-ce qu'ils sont critiques envers leur corps et si oui, prendre le temps d'en parler. Aussi leur demander comment est-ce qu'ils vivent ça? Comment est-ce qu'ils vivent cette relation-là avec leur corps? Donc, d'ouvrir la discussion. Bien sûr, on va l'adapter selon l'âge de votre enfant, mais d'ouvrir la discussion là-dessus, c'est super important. Et aussi, ça fait en sorte que votre enfant, si un jour il se sent pas bien dans son corps ou qu'il vit des préoccupations, il va savoir qu'il peut venir vous en parler parce que la discussion va déjà avoir été ouverte sur le sujet. On va également aider son enfant à développer une attitude positive envers lui-même ou envers elle-même. Donc, je vous lance des exemples de réflexion que vous pouvez avoir avec votre enfant, mais lui demander à quel moment est-ce que tu te sens heureux? À quel moment est-ce que tu te sens heureuse? Est-ce que tu pourrais me nommer un moment où tu te sentais vraiment bien ou que tu ressentais beaucoup de bonheur? On peut lui demander, par exemple, qu'est-ce que tu penses que tes amis aiment chez toi? Qu'est-ce que tu penses que maman et papa aiment chez toi? On peut demander à notre enfant, de quoi est-ce que tu es fière? Qu'est-ce que tu as réalisé, que tu es fière d'avoir réalisé? Dans quoi est-ce que tu es bon à l'école? On peut lui demander aussi, c'est peut-être un petit peu plus vieux par contre, mais qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Donc, tout ça, en fait, c'est des questions super importantes, des réflexions super importantes qui vont aider votre enfant à avoir une attitude positive envers lui-même ou envers elle-même. On va également encourager son enfant à prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Donc, comment est-ce que ça se manifeste, ça, prendre soin de soi? Donc, on va vraiment parler, on peut y aller vraiment à la base, là, de bien dormir, bien manger, avoir une bonne hygiène. Tout ça, c'est déjà une façon de prendre soin de soi. Ensuite, on peut y aller aussi en faisant des activités qu'on aime, autant des activités sportives, mais des passe-temps, des choses agréables pour son enfant. Fait que l'encourager à faire ce type d'activité-là. Et aussi, une autre chose qui va vraiment aider votre enfant à prendre soin de lui ou d'elle, c'est de l'encourager à s'entourer de gens qui le font ou qui la font sentir bien, qui l'acceptent comment qu'elle est ou comment qu'il est, puis qui la font sentir bien, et de s'éloigner des gens qui, au contraire, nous font sentir pas bien. Donc, voilà quelques pistes. J'en ai plusieurs pour vous, là, donc vous pouvez réfléchir à aussi je vous dis plein de pistes, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent plus, des choses qui vous parlent moins, des choses que vous voyez, ça concrètement, ça pourrait bien se faire dans notre famille, d'autres choses moins. Donc vous pouvez aussi avoir la réflexion de sur quoi est-ce que vous avez envie aussi de mettre l'emphase, mais tout ce que je vous donne, c'est toutes des choses qui sont démontrées comme étant efficaces au niveau du développement de l'image corporelle et de l'estime de soi positive. OK. Ensuite, d'autres pistes, c'est qu'on va expliquer à son enfant les différentes parties du corps et leurs fonctions. C'est super important. On l'a vu tout à l'heure que les périodes de grands changements corporels sont des périodes qui peuvent avoir un impact négatif sur l'image corporelle et sur l'estime de soi. Donc, de reconnaître les parties de leur corps, de savoir les changements qui sont normaux et de savoir à quoi sert chaque partie. Déjà, ça va créer pour eux une belle relation avec leur corps. Ensuite,
on va aussi ouvrir la discussion sur les normes de notre société. On en a parlé tout à l'heure des normes de beauté, des stéréotypes. C'est quoi les stéréotypes et les normes dans notre société? Donc, d'ouvrir ces discussions-là avec vos enfants. C'est sûr, s'ils sont en très bas âge, c'est des concepts qui vont être un peu difficiles. On peut attendre, par exemple, dès la 5e année, déjà, c'est le genre de choses qu'on peut aborder avec eux. Donc, de parler de ces choses-là. Et super important, en fait, quand on aborde les normes de notre société, c'est qu'il faut enseigner à notre enfant qu'il a la liberté de se conformer ou de s'éloigner de ces normes-là. Donc, c'est pas parce que la société nous dit qu'on devrait avoir tel type de corps, ou parce qu'on est une femme, ou parce qu'on est un homme, on devrait agir de telle ou telle façon. C'est pas parce qu'on reçoit ces messages-là qu'on est obligé d'être en accord avec ça, puis qu'on est obligé de s'y conformer. Alors, de montrer à votre enfant qu'il a la liberté de s'y conformer ou pas. On va également apprendre à votre enfant à entretenir la compassion. Donc, la compassion envers soi-même, envers lui-même, et la compassion envers les autres. En fait, la compassion, c'est quoi? C'est vraiment la capacité à percevoir et à ressentir la souffrance. Donc, la souffrance de soi et la souffrance de l'autre. Donc, déjà, de se connecter à ça, de le reconnaître. Et ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va y remédier avec l'amour. Donc, quand c'est pour les autres, on y remédie avec l'amour des autres. Et quand c'est pour ça, on y remédie avec l'amour de soi. Donc, c'est vraiment le principe de la compassion et de le pratiquer, d'apprendre à votre enfant qu'est-ce que c'est et de l'encourager à pratiquer la compassion. C'est quelque chose qui est très positif au niveau de l'estime de soi. Également, on va encourager son enfant à écouter les besoins de son corps. Déjà, juste d'écouter et de reconnaître les besoins de son corps, c'est déjà beaucoup. On peut penser, par exemple, à quand notre corps nous envoie des signaux qu'il est fatigué, à ce moment-là, on va aller se coucher ou faire une sieste. Quand notre corps nous dit qu'il a faim, quand notre corps nous dit qu'il a plus faim. Quand notre corps nous envoie des signaux, par exemple, d'inconfort face à certaines pratiques d'intimité ou certaines pratiques physiques, tout ça, il faut encourager notre enfant à les reconnaître et à les écouter. C'est super important. Quelque chose qui se fait facilement durant les repas, par exemple, de demander à votre enfant, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as une grande faim, une petite faim? Et pendant le repas, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as encore de l'appétit? Est-ce que tu es rassasié? Bon, c'est quoi les signes que le corps t'envoie? Tu sais, quand on a faim, on a un creux dans l'estomac. Quand on n'a plus faim, au contraire, on va avoir une sensation d'être rempli. Donc, reconnaître ces signaux-là, c'est très important pour que votre enfant ait une bonne relation avec son corps. On va aussi, on peut aussi, en fait, ça dépend si ça vous parle, mais enseigner la pleine conscience à votre enfant. Donc, la pleine conscience, ça peut être autant d'être dans le moment présent par rapport à sa faim, reconnaître les signaux de faim, les signaux de satiété pendant un repas. Pendant un repas aussi, la pleine conscience, ça veut dire d'être complètement là, de passer un bon moment agréable à manger en famille. Il existe plein de techniques de pleine conscience, plein de techniques de respiration. Entre autres, là, chez ANEB, ce qu'on utilise beaucoup avec les jeunes, c'est la technique de Jacobson, par exemple, si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus sur cette technique-là. Sinon, il existe plein d'applications mobiles ou plein de livres adaptés à tous âges là, au niveau de la pleine conscience. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, surtout pour l'estime de soi. On va aussi proposer à votre enfant de développer des façons saines de gérer les émotions. En fait, quand un enfant ou même un adulte n'a pas de façon saine de gérer les émotions, c'est là qu'on peut se rendre vers des comportements qui sont un petit peu plus problématiques, comme même par exemple dans les troubles alimentaires. C'est pour ça que c'est très important, dès un très jeune âge, d'accompagner votre enfant à identifier ses émotions, les reconnaître et les gérer d'une façon saine. Donc, quand que je parle de gérer d'une façon saine, je vais vous donner des exemples, mais vous pouvez aussi voir, probablement que votre enfant aurait plein d'idées sur des façons saines de gérer ses émotions. Mais ça peut être d'écrire,
de tenir un journal, de dessiner. Puis quand je dis dessiner, c'est pas obligé d'être un beau dessin. Hein. Des fois, quand on a de la colère, ça peut juste être de faire du gribouillis sur une feuille, par exemple, de faire de la marche ou de la course, dépendamment de la charge d'énergie qu'on a besoin qui sorte. Ça peut être de se confier aussi à une personne de confiance, à un adulte de confiance. Et des fois, ça se peut que l'adulte de confiance, des fois, les enfants, pour certains thèmes, certains sujets, vont avoir plus tendance à aller vers un certain parent ou vers certaines personnes. Fait que c'est correct aussi, mais tant qu'on l'encourage à aller en parler à quelqu'un de confiance. Aussi, une autre piste est qu'on va vraiment éviter les moqueries ou les surnoms en lien avec le poids. Je vous donne un exemple, mais d'appeler, par exemple, d'appeler ma fille toutoune ou de dire grosse bédaine. Tu sais, c'est tous des petits mots des fois on veut cute ou qu'on veut comme pour démontrer une affection. Par contre, ça peut développer chez l'enfant une préoccupation en lien avec son apparence. Par exemple, de voir pourquoi est-ce que moi je me ferais, c'est pourquoi je me fais appeler toutoune, qu'est-ce que c'est chargé. Ça se peut qu'à force de se le faire dire, de l'entendre, ça ait un impact sur la relation qu'il va avoir avec son corps. Donc, on va éviter ce genre de surnom-là pour favoriser plein d'autres petits surnoms qui ne sont pas reliés au poids. Alors, on poursuit avec les pistes. Donc, on va également encourager notre enfant, mais même nous-mêmes, à valoriser notre corps pour qu'est-ce qu'il peut faire et accomplir, et non seulement pour ce de quoi il a l'air. Donc, vraiment, si je vous donne des exemples, mais votre corps, là, il vous permet de faire plein de choses. Il permet de prendre dans vos bras les personnes que vous aimez, de faire des câlins. Il vous permet de pratiquer les sports que vous aimez. Il vous permet de chanter, de danser, de prendre des marches. Il vous permet de manger. Il vous permet de faire plein de choses. Donc, de reconnaître tout ce que votre corps fait pour vous, tout ce que le corps de votre enfant fait pour lui, de valoriser ça, ça a vraiment un impact positif sur l'image corporelle. Ensuite, vous-même, dans votre discours, je vous encourage à favoriser la diversité et l'inclusion. Donc, autant au niveau là, de la diversité culturelle, diversité des genres, mais aussi au niveau de la diversité corporelle. Donc, d'exposer vos enfants à différents types de corps, d'exposer vos enfants à des choses qu'on ne voit pas souvent dans les médias. Par exemple, des personnes avec des cicatrices, des personnes avec des handicaps, des amputations, quelques types de malformations physiques, des taches sur la peau, de l'eczéma. C'est toutes des choses qu'on ne voit pas dans nos médias, qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, on ne voit pas dans les publicités. Donc, de vous-même comme parent, d'exposer votre enfant à ce type d'image-là, c'est très positif. Parce que qu'est-ce qui est démontré, c'est que plus on est exposé à différents types de corps, moins nous-mêmes, on va avoir tendance à avoir un seul idéal de corps. Parce qu'on va croire qu'il y a plus qu'un seul type de corps qui est beau. Donc, c'est vraiment important d'être exposé, même vous comme parents, mais vos enfants aussi, à plein de corps différents et à s'habituer à trouver plein de types de corps beaux. On va également éviter de trop protéger ou de trop contrôler son enfant ou son ado. Donc là, on parle vraiment de surprotection ou de surcontrôle. Parce que, bien entendu, votre rôle à vous comme parent, c'est d'offrir un cadre à vos enfants. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, surtout avec le père, entre autres, c'est ça qui ressortait dans les études, mais quand que les enfants ils perçoivent que leur parent a un trop gros contrôle sur leur vie, ils peuvent avoir tendance à vouloir contrôler davantage eux-mêmes leur corps, leur alimentation. Donc, on va éviter d'être dans du surcontrôle pour offrir un cadre à nos enfants qui leur permet le développement de leur propre autonomie. On va également éviter d'avoir des attentes qui sont irréalistes envers nos enfants. Donc, on a vu tout à l'heure, surtout au niveau de l'estime de soi, les attentes irréalistes, c'est associé à une estime de soi qui est négative. Donc, c'est super important, en fait, de ne pas avoir des attentes qui sont irréalistes envers vos enfants. Qu'est-ce que ça va faire, en fait? Si vous avez des attentes irréalistes, on peut penser, par exemple, à l'école. Si vous voulez que votre enfant ait des bonnes notes dans toutes les cours, puis que vous mettez des attentes qui sont très élevées,
Ben, en fait, il peut avoir très peur de vous déplaire parce que votre enfant va avoir envie de vous satisfaire, va avoir envie que vous soyez content, que vous soyez fier de lui ou d'elle. Donc, il va y avoir cette peur-là qui va s'installer. Et aussi, il va ressentir une pression de plaire. Donc, ce n'est pas les choses qu'on souhaite. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment d'établir des objectifs qui sont réalistes envers votre enfant et même de prendre le temps d'établir ces objectifs-là avec lui ou avec elle. Donc, de réfléchir, de voir qu'est-ce que pour votre enfant serait réaliste comme objectif. C'est ça qu'on va se mettre comme objectif. Comme ça, on évite la peur et la pression de décevoir. On va également encourager votre enfant à faire ses propres choix. Donc, de faire ses propres choix tout en étant conscience qu'il va y avoir des conséquences positives ou négatives associées à leur choix. Donc, ça, c'est un apprentissage hyper important. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer déjà très, très jeune avec les enfants. On va également accepter, même si je sais que parfois c'est difficile, mais on va accepter les erreurs de nos enfants et les voir comme des occasions d'évoluer. Comme humain, on apprend par les erreurs. Donc, c'est vraiment important que les erreurs fassent partie du développement et de l'apprentissage des enfants. Et si nous-mêmes, on voit les erreurs de nos enfants comme une occasion d'évoluer puis d'apprendre, eux-mêmes, par la suite, quand ils vont faire des erreurs, plutôt que de se taper sur la tête et de se diminuer dans leur estime d'eux-mêmes, ben, ils vont le voir comme des occasions d'évaluer puis d'apprendre. Donc, c'est ce qu'on souhaite, en fait. Également, dernière piste, on va vraiment normaliser le fait qu'il y a certaines journées qui sont difficiles. Même pour nous, là, il y a des journées où on n'a pas le moral. Il y a des journées où on ne se sent pas bien dans notre corps. Il y a des journées où on doute de nous. Il y a des situations où est-ce qu'on doute de nous. Et c'est normal. C'est impossible d'être confiant à tout moment. C'est impossible d'être bien à tout moment. C'est impossible de se sentir bien dans notre corps à tout moment. C'est normal de douter. C'est normal d'avoir des journées plus difficiles. Donc, déjà, que pour nous, ce soit normal, comme parents, souvent, les parents vont se mettre beaucoup de pression à toujours être à leur 100%. Mais de vous-même de montrer que, même comme parents, vous n'êtes pas tout le temps à votre 100%, que des fois vous doutez, que des fois vous ne vous sentez pas bien, que des fois vous aussi vous faites des erreurs. Et vous allez montrer à votre enfant un modèle où c'est possible d'avoir une bonne estime de nous, de se sentir bien dans notre corps, mais des fois d'avoir des journées difficiles, puis des fois de douter, puis des fois faire des erreurs. Donc déjà, on garde en tête que vous êtes un modèle important. Fait que déjà de vous enlever à vous-même cette pression-là, puis de normaliser qu'il y ait des journées plus difficiles, ça va par le fait même de le normaliser pour vos enfants. Une autre chose que je voulais aborder avec vous en 2020, hein, plus que jamais, c'est les réseaux sociaux. Les enfants très, très jeunes sont déjà souvent exposés aux réseaux sociaux. Hein? Fait qu'on peut penser, entre autres, à Facebook, TikTok, Instagram. Les réseaux sociaux transmettent plusieurs messages au niveau des standards de beauté, au niveau des normes de beauté. Je vous invite à penser vous-même, hein, c'est quoi le type d'image qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est souvent très peu réaliste, en fait. Et il y a une étude même qui a démontré que pour les jeunes filles, il y a seulement 5% des jeunes filles pour qui c'est réaliste de ressembler à ce qu'on voit dans les médias. Donc, ça veut dire que pour 95% des jeunes filles, c'est impossible d'avoir un corps qui ressemble à ce qui leur est montré sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors, le fait pour les jeunes d'être exposés à des images aussi peu réalistes finalement et aussi peu diversifiées, ça va vraiment avoir un impact sur leur image corporelle. On a vu tout à l'heure, hein, les médias et les normes de beauté, ça influence l'image corporelle. Par contre, l'idée, c'est que c'est pas tout mauvais, les réseaux sociaux, puis les jeunes sont là-dessus, ils trouvent du positif. Donc, l'idée, c'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut, comme parents, amener notre enfant à avoir une relation qui est saine avec les réseaux sociaux.
Donc, déjà, d'encourager votre enfant à utiliser les réseaux sociaux d'une façon qui est positive. Donc, de les encourager à s'abonner à des comptes où est-ce qu'on voit différents types de corps, à avoir des amitiés sur les réseaux sociaux ou à s'abonner à des comptes qui les font sentir bien avec eux-mêmes. Et des fois, même de faire l'exercice avec votre enfant, de faire le ménage sur son Facebook, sur son Instagram, sur son TikTok, et de se désabonner des comptes qui les fait pas sentir bien pour s'abonner à des comptes, au contraire, qui les font sentir bien. Déjà, hein, il y a plein de comptes super qui montrent vraiment, qui prônent le body positivity, qui prônent la diversité corporelle. Donc, de les encourager à aller vers ce type de contenu-là. On va également aider son enfant à développer son esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience, quand on voit une photo sur les réseaux sociaux, tout le travail qu'il y a derrière. C'est pas juste quelqu'un qui a pris la photo puis qui l'a mis. Hein. Souvent, ben, la personne va avoir choisi des vêtements, va avoir placé ses cheveux. Si c'est une fille, elle peut même s'être maquillée. Même parfois, les hommes aussi vont mettre certains types de maquillage pour les photos. Des fois, il va y avoir 100 photos qui vont avoir été prises pour choisir elle, la seule qui va avoir été postée, publiée sur les réseaux sociaux. Aussi, il y a des influenceurs, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont toutes des équipes de professionnels derrière eux pour l'éclairage, le maquillage, la photographie. Donc, de prendre conscience de tout ça. Et aussi, hein, toutes les retouches photos qui existent après. Donc, de parler de ça à vos enfants pour que quand ils voient une image sur Instagram de quelqu'un qui vient de se lever avec son café le matin, ben que ça ne représente pas la réalité, puis qu'ils n'aient pas à se comparer à ça et à se dévaluer finalement hein, face à ce type d'image-là. Je vous dirais que l'humour, c'est toujours une bonne façon d'aborder le sujet pour les réseaux sociaux, mais pour toute autre chose. Donc d'y aller sous la pointe de l'humour, sous le ton de l'humour, ça peut toujours être positif pour aborder le thème des réseaux sociaux. Et aussi, vraiment d'encourager votre enfant à découvrir des activités qui lui plaisent et qui le font sentir bien à l'extérieur des réseaux sociaux. Donc, on va surtout avec le confinement hein, qui a eu lieu dans le contexte de pandémie, les gens se sont plus isolés, les jeunes ont été beaucoup à la maison. Donc, les encourager à ressortir, à faire des activités versus à seulement entretenir une vie sur les réseaux sociaux. Donc, on veut vraiment les encourager à faire des activités extérieures où est-ce qu'ils vont s'évaluer et vivre des réussites et des fiertés à l'extérieur des réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on le sait, hein, la valeur d'une personne est beaucoup accordée par le nombre de j'aime, par le nombre de likes, par le nombre de shares, de partages, par le nombre de commentaires. Mais on veut que notre enfant s'évalue à l'extérieur de ça et non seulement pour le nombre de likes qu'il va avoir eu sur une photo où est-ce qu'on voit seulement son apparence. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre qui est super important. Donc, de garder la discussion, le dialogue ouvert avec vos jeunes sur ce qui touche les réseaux sociaux parce qu'ils sont plus que jamais là-dessus. C'est super important. Alors, donc, tout ça pour en venir, en fait, au programme Au-delà de l'image. Tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui sont des thèmes que vous allez retrouver dans ce programme-là. Le programme Au-delà de l'image, c'est un programme à la base qui s'appelle Beyond Images, qui a été développé par un de nos partenaires chez ANEB, le NEDIC. Et nous, on a décidé d'en faire une traduction franco-québécoise pour le Québec. Donc, c'est un programme clé en main avec des activités clés en main prêtes à être animées pour les jeunes de la 4e année du primaire jusqu'à la 2e du secondaire. Donc, ça va vraiment aborder plusieurs thèmes comme les relations interpersonnelles, l'intimité, l'amitié, le consentement, l'estime de soi, l'image corporelle, tous les messages et l'influence des médias, des réseaux sociaux, les stéréotypes de genre, les normes de beauté. Ça aborde tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des thèmes qui sont prouvés comme étant efficaces en termes de prévention des troubles alimentaires. Donc,
À la base, le programme a été développé pour les enseignants, pour que les professeurs, les enseignants puissent l'animer dans leur classe. Par contre, la plupart des activités vont vraiment bien s'adapter dans un contexte à la maison avec vos jeunes. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, si jamais vous avez envie de concrètement d'avoir des activités à faire avec vos jeunes à la maison en lien avec les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, d'aller fouiller dans ce programme-là. Vous allez le trouver sur le au-delà de l'image.ca. Donc, c'est indiqué là, sur la fiche que vous voyez ici même à l'écran. Et vous avez tout simplement à répondre à quelques questions. Ensuite, vous allez avoir accès à tout le contenu. Donc, vous pouvez aller télécharger. Tout est classé là, par âge, par grade scolaire. Et une fois que vous le téléchargez, vous pouvez le garder. Vous avez accès. C'est gratuit, c'est super facile et ça vous fait du contenu, des choses concrètes à aborder avec votre jeune à la maison. Et je vous ai mis un exemple d'une fiche support à quoi ça ressemble. Donc, quand vous téléchargez le programme, comme là, vous voyez, c'est pour les jeunes du deuxième secondaire. C'est la première leçon de plusieurs. Là, vous avez le thème en haut qui est l'image corporelle, un sommaire, un message. Ensuite, ça va dire tout le matériel, les objectifs. Il va y avoir même du contenu super pertinent pour vous-même vous préparer à l'activité. Et ensuite, on y va vraiment étape par étape pour animer l'activité avec votre enfant. Donc, c'est super clair, super facile. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller le télécharger et à aller animer ça avec vos jeunes à la maison.